Allô, Euh, je vais vous lire aujourd'hui un petit peu de John Grisham, le manipulateur. Je suis avocat et je suis en prison. C'est une longue histoire. J'ai 43 ans et je suis à mi-parcours d'une peine de 10 ans prononcée à Washington par un juge fédéral médiocre et moralisateur. J'ai épuisé tous mes recours en appel et il ne me reste, parmi un arsenal déjà très dégarni, aucune procédure, aucun dispositif, aucun texte de loi obscur, aucun point de procédure, aucune faille, aucun miracle ultime. Je n'ai plus rien. Comme je connais le droit, je pourrais me prêter au jeu de certains détenus et encombrer les tribunaux de piles de requêtes, assignations inutiles et autres citations totalement vaines. Mais rien de tout cela ne servirait ma cause. Rien ne servira plus ma cause. La réalité, c'est que je n'ai aucun espoir de sortir d'ici avant encore 5 ans. Moins quelques malheureuses semaines grappillées pour bonne conduite, et ma conduite est exemplaire. Je ne devrais plus me prétendre avocat, car dans la pratique, je n'en suis plus un. Peu après ma condamnation, le barreau de l'État de Virginie s'en est mêlé et m'a retiré ma licence. C'est écrit en toutes lettres, noir sur blanc. Toute condamnation pénale équivaut à une radiation du bureau. J'ai été dépouillé et ma licence et mes ennuis disciplinaires ont été dûment signalés dans les colonnes du Virginia Lawyer Register. Ce mois-là, nous fûmes 3 avocats radiés, ce qui constitue grosso modo la moyenne. Toutefois, dans mon petit monde, je suis connu pour faire partie des avocats taulards. Et en tant que tel, je consacre plusieurs heures par jour à aider mes codétenus à régler leurs problèmes juridiques. J'étudie leurs dossiers en appel et leurs requêtes. Je rédige des testaments simples et, à l'occasion, des actes fonciers. Je revois des contrats pour des types qui ont des cols blancs. Je revis la fédération sur la loi de plainte légitime, déjà pour ce que je considère comme futile. Et je traite beaucoup de divorces. 8 mois et 6 jours après le début de mon incarcération, j'ai reçu une épaisse enveloppe. Les prisonniers meurent d'envie de recevoir du courrier, mais de cet envoi-là, j'aurais pu m'en passer. Il provenait d'un cabinet juridique à Fairfax, en Virginie, représentant ma femme qui, étonnamment, demandait le divorce. Étonnamment. En l'espace de quelques semaines, Dion était passé de son rôle d'épouse et de soutien fermement ancré pour le long terme à celui de victime qui prend la fuite et qui tient absolument à se sortir de là. Je n'arrivais pas à y croire. J'avais lu les papiers, complètement sous le choc, les genoux en coton, les larmes et quand j'avais peur, je me rué vers le fond de la cellule pour mourir. Je pleure beaucoup en prison, mais ça ne se voit pas. Eh my God. Pardon, je me fais distraire par des gens. On pleure beaucoup en prison, mais ça ne se voit pas. Quand j'avais quitté la maison, Beau avait 6 ans. C'était notre seul enfant, mais nous projetions d'en avoir d'autres. Le calcul est simple, et je me le suis répété 1 million de fois. Quand je sortirai, il aura 16 ans. Il sera en pleine adolescence et j'aurai manqué 10 des années les plus précieuses qui soient entre un père et un fils. Jusqu'à l'âge de 12 ans, les garçons vénèrent leur père et il ne peut rien faire de mal. J'avais entraîné Beau au T-ball et au foot, en équipe Benjamin. Il me suivait partout comme un petit chien. On allait pêcher, camper, et il m'accompagnait parfois au bureau. Les samedis matins, après un petit déjeuner entre garçons. Il était tout mon univers, et lorsque j'avais tenté de lui expliquer
que je m'en allais pour longtemps, cela nous avait brisé le cœur à tous les deux. Une fois derrière les barreaux, j'avais refusé qu'il vienne me rendre visite, malgré ma très forte envie de le serrer dans mes bras. Je ne pouvais pas supporter l'idée de ce petit garçon voyant son père incarcéré. Se défendre dans une procédure de divorce quand on est en prison et sans aucune perspective de libération prochaine, c'est pratiquement impossible. Après 18 mois de pilonnage en règle du gouvernement fédéral, nos savoirs qui n'avaient jamais été importants se réduisaient à pas grand-chose. Nous avions tout perdu, sauf notre enfant et notre engagement l'un vers l'autre. Cet enfant, c'était du béton. Notre engagement, lui, avait fini en poussière. Dion m'avait fait de belles promesses, jurant de persévérer et de tenir bon, mais après mon départ, la réalité s'est imposée. Elle s'était sentie isolée dans notre petite ville. Dès que les gens me voient, ils chuchotent, m'avait-elle écrit dans l'une de ses premières lettres. Je suis si seule, se plaignait-elle dans une autre. Ces missives n'avaient pas tardé à se faire nettement plus courtes et plus espacées, tout comme ses visites. Diane avait grandi à Philadelphie et n'avait jamais été séduite par la vie à la campagne. Quand un oncle lui avait offert un emploi, elle avait subitement été très pressée de retourner auprès de sa famille. Elle s'est remariée il y a 2 ans. Beau, qui en a maintenant 11, a un autre père qui lui sert d'entraîneur. Mes 20 dernières lettres à mon fils sont demeurées sans réponse. Je suis sûr qu'il ne les a jamais reçues. Je me demande souvent si je le reverrai. Je crois que je vais faire cet effort, même si j'hésite un peu. Comment se retrouve-t-on face à un enfant que l'on aime au point d'en avoir mal, mais qui sera incapable de vous reconnaître? Nous ne vivrons plus jamais ensemble, comme un père et un fils normaux. Serait-il juste pour Beau de voir son père éloigné de lui depuis longtemps ressurgir et insister pour refaire partie de sa vie? J'ai beaucoup trop le temps de penser à tout cela. Je suis le détenu 44 861 127 d'un camp de détention fédéral à proximité de Frostburg, dans le nord du Maryland. Un camp est un établissement pénitentiaire de basse sécurité pour ceux d'entre nous qui ne sont pas considérés comme violents et qui ont été condamnés à des peines de 10 ans maximum. Pour des raisons qui n'ont jamais été stipulées clairement, mes 22 premiers mois se sont déroulés dans une tôle de moyenne sécurité près de Louisville, dans le Kentucky. Dans le maquis des sigles bureaucratiques, cet endroit s'appelle une IFC, Institution pénitentiaire fédérale. Et c'était une autre chanson que mon camp d'emprisonnement de Frostburg. Une IFC est réservée aux individus violents de sexe masculin condamnés à plus de 10 ans de détention. La vie y est beaucoup plus pénible, mais si j'ai survécu sans jamais avoir été agressé physiquement, être un ancien marine m'y a énormément aidé. En fait de prison, mon camp actuel est une station balnéaire. Il n'y a pas de mur d'enceinte, pas de clôture, pas de feuillard, pas de mirador et seulement quelques gardiens armés de fusils. Frostburg est de construction relativement récente et les locaux sont plus agréables que ceux de beaucoup d'écoles publiques. Faut-il s'en étonner? Aux États-Unis, nous dépensons 40 000 $ par an pour chaque détenu incarcéré, contre 8 000 pour chaque élève d'école élémentaire. Ici, nous avons des conseillers psychologiques, des directeurs, des assistantes sociales, des infirmières, des secrétaires, toutes sortes d'assistantes et des dizaines d'administrateurs qui auraient le plus grand mal à expliquer en toute honnêteté à quoi ils remplissent leurs 8 heures de travail quotidiennes. Après tout, ils représentent le gouvernement fédéral. Le parking des employés près de la porte d'entrée est plein de jolies voitures et autres 4x4. Frostburg compte 600 détenus et, à des rares exceptions près,
nous constituons un groupe d'hommes obéissants. Ceux qui ont une histoire personnelle violente ont retenu la leçon et apprécient ce cadre civilisé. Ceux qui ont passé leur existence en prison ont enfin trouvé là le meilleur foyer qui soit. Nombre de délinquants professionnels n'ont aucune envie de partir. Ils sont complètement intégrés dans l'institution et incapables de fonctionner à l'extérieur. Un lit chaud, 3 repas par jour, des soins de santé, comment pourraient-ils trouver mieux dehors? Dans la rue? Je n'insinue pas que l'endroit soit plaisant. Il ne l'est pas. Il est peuplé de quantités d'hommes, comme moi, qui n'auraient jamais cru tomber un jour si bas. Des hommes qui avaient une profession, une carrière, une affaire. Des hommes qui possédaient un patrimoine, une jolie famille, une carte de membre d'un country club. Mon gang de blancs est composé de Carl, un optométriste qui a un peu trop trafiqué ses facturations à la sécurité sociale, de Kermit, un spéculateur foncier qui promettait 2 ou 3 fois la même propriété à des banques différentes, de Wesley, un ancien sénateur de l'État de Pennsylvanie qui a touché un pot de vin, et enfin de Mark, un petit courtier en prêt immobilier qui avait un peu trop tendance à bâcler ses dossiers. Carl, Kermit, Wesley et Mark. Tous blancs, d'un âge moyen de 51 ans, tous admettant leur culpabilité. Et puis il y a un mois, Malcolm Bannister, noir, âgé de 43 ans, condamné pour un crime qu'à ma connaissance je n'ai pas commis. En ce moment à Frostburg, je suis le seul noir purgeant une peine pour un délit en col blanc. Quel mérite! Dans mon gang de noirs, les critères ne sont pas aussi clairement définis. Il s'agit pour la plupart de gamins de rue de Washington et de Baltimore qui sont tombés dans des crimes liés à la drogue. Dès qu'on les remet en liberté conditionnelle, ils retournent dans la rue, avec une chance sur 5 de s'éviter une autre condamnation. Sans instruction, sans compétence et avec un casier judiciaire, comment sont-ils censés réussir? En réalité, dans un camp fédéral, il n'existe ni gang ni violence. Si vous vous battez ou si vous menacez quelqu'un, vous serez viré et expédié dans un endroit bien pire. Il y a beaucoup de bisbilles, surtout à cause de la télévision, mais je n'ai encore vu personne jouer des points. Certains de ces types ont purgé des peines dans des pénitenciers d'État, et les histoires qu'ils racontent sont terrifiantes. Personne n'a envie de troquer cet endroit comme une autre boutique. Donc on se conduit bien et on compte les jours. Pour les cols blancs, le châtiment, c'est l'humiliation et la perte d'un statut, d'un standing, d'un style de vie. Pour les noirs, la vie dans un camp fédéral, est plus sûre que là d'où ils viennent et que là où ils iront ensuite. Leur peine n'est qu'une case cochée dans leur casier judiciaire, une étape supplémentaire vers le statut de criminel professionnel. De ce fait, je me sens plus blanc que noir. Il y a 2 autres ex-avocats ici à Frostburg. Pendant de longues années, Ron Napoli a été un avocat pénaliste de haute volée à Philadelphie, jusqu'à ce que la cocaïne scelle sa chute. S'étant spécialisé dans les affaires de stupéfiants, il représentait de nombreux dealers et trafiquants de premier plan, du New Jersey à la Caroline du Nord et du Sud. Il préférait se faire rémunérer en espèces et en cocaïne et il a fini par tout perdre. Les services de l'impôt sur le revenu l'ont pincé pour évasion fiscale. Il a purgé à peu près la moitié de ses 9 années de réclusion. Ron ne va pas trop bien ces temps-ci. Il a l'air déprimé et il refuse de faire de l'exercice et de prendre soin de lui. Il devient de plus en plus gros et lent, de plus en plus grincheux et malade. Il racontait souvent des histoires captivantes sur ses clients et leurs aventures de narcotrafiquants, mais maintenant il reste assis dans la cour et il s'enfile des paquets de Fritos, l'air paumé. Quelqu'un lui envoie de l'argent et il dépense presque tout à bouffer des cochonneries. L'autre ex-avocat est un requin de Washington, un dénommé Amos Cap. Longtemps un initié des milieux du pouvoir, un affairiste sournois qui a passé sa carrière à louvoyer autour des plus grands scandales politiques. Cap et moi avons été traduits en justice ensemble, reconnus coupables ensemble
et condamnés ensemble par le même juge à 10 ans chacun. Nous étions 8 accusés, 7 originaires de Washington et moi. Cap a toujours été coupable de quelque chose. Les jurés n'avaient aucun doute là-dessus, en tout cas. Ils savaient à l'époque, et aujourd'hui encore, que je n'avais rien à voir avec cette association de malfaiteurs, mais il était trop lâche et trop filou pour le faire savoir. À Frostburg, la violence est strictement proscrite. Pourtant, accordez-moi 5 minutes avec Amos Cap et il finira la nuque brisée. Il le sait et je le soupçonne d'en avoir averti le directeur depuis longtemps. Il le cantonne dans un complexe ouest, aussi loin de mon quartier de détention que possible. De ces 3 avocats, je suis le seul qui veuille bien assister les autres détenus pour leurs problèmes juridiques. Ce travail me plaît. Il représente un défi et m'occupe. Il me permet aussi de ne pas perdre la main, bien que je ne crois pas avoir beaucoup d'avenir en tant qu'avocat. Une fois sorti, j'aurai la latitude de déposer une demande de réintégration au bureau, mais cela risque de se révéler une procédure épineuse. La vérité, c'est que mon métier d'avocat ne m'a jamais rapporté beaucoup d'argent. J'exerçais dans une petite ville et je suis noir, avec peu de clients susceptibles de me verser des honoraires corrects. Des dizaines d'autres cabinets d'avocats, tous massés dans Braddock Street, s'arrachaient tous les mêmes clients. La concurrence était rude. Je ne suis pas certain de savoir ce que je ferais quand j'en aurais terminé ici. Néanmoins, pour ceux qui seraient de reprendre une carrière juridique, je nourris de sérieux doutes. J'aurai 48 ans et je suis célibataire et avec un peu de chance, en bonne santé. 5 ans, c'est une éternité. Tous les jours, je sors faire une longue promenade seule sur une piste de jogging et en terre battue qui longe le périmètre du camp ou la ligne, comme on l'appelle. Franchissez la ligne et vous êtes considéré comme un évadé. Bien que l'on soit sur le site d'un établissement carcéral, la campagne est magnifique et la vue spectaculaire. Quand je marche en regardant les collines vallonnées au loin, je combats une envie irrépressible, continuer de marcher et enjamber la ligne. Il n'y a pas de clôture pour m'arrêter, pas de gardien pour hurler mon nom. Je pourrais disparaître dans ces bois épais, disparaître pour toujours. J'aimerais qu'il y ait un mur massif, haut de 3 mètres, en briques, des rouleaux de barbelés scintillant au sommet, qui m'empêcheraient de regarder ces collines et de rêver de liberté. C'est une prison, bordel de Dieu. On ne peut pas s'en aller. Dressez donc un mur et cessez de nous tenter. La tentation est toujours là, et j'ai beaucoup à la combattre. Je jure qu'elle se renforce de jour en jour. C'est la fin de la pause café.